va commencer par les figures du régime écossais rectifié. Alors, très souvent, on ne parle que de Villermoz. Il y a quand même une autre grande figure qui s'appelle Martinez de Pasquali. Est-ce que l'un était plus théologien et l'autre plutôt metteur en scène? Quel est votre point de vue? C'est que le grand homme, c'est quand même Wilhelmus. Pourquoi? Parce que il y a eu de grands maçons dans l'histoire, de très grands maçons, mais des hommes capables de créer un régime dans toute sa dimension, bon, bien sûr, il n'était pas seul, mais dans toute sa dimension, et de l'accompagner jusqu'au dernier niveau, jusqu'à la fin comment dirais-je, de la rédaction de tous les rituels à chaque étape avec une cohérence absolument extraordinaire. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il a fait preuve d'une lucidité tout à fait extraordinaire, puisque malgré les influences qu'il a reçues, et qui étaient extrêmement nombreuses, il a su garder l'essentiel, en restant fidèle à l'idée qu'il s'était donnée au départ, c'est-à-dire rectifier la maçonnerie, en tout cas la mener au point où il voulait la mener lui-même. Il ne faut pas oublier quand même que Jean-Baptiste Villermoz indiquait qu'il avait reçu 60 grades différents. C'était une encyclopédie maçonnique vivante. Alors, Martinez de Pasquali, lui, c'est autre chose. C'est un théoricien de l'occultisme, il a un côté très religieux, enfin, au sens péjoratif du religieux à mon goût. Et c'était moins un maçon que ce qu'a pu l'être Villermoz. Il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup à la doctrine du régime écossais, du rite ou du régime écossais rectifié. Mais sans Villermoz, le rite n'aurait jamais existé. On va parler un peu de la méthode. Au rite écossais rectifié, on ne parle pas d'initiation, on parle plutôt de réception. Il faudra dire pourquoi. Par ailleurs, on dit que le structuralisme est supérieur à l'innéisme. C'est ce que vous expliquez un peu dans votre ouvrage. Il faudrait que vous nous en disiez un peu plus. Pourquoi? Bon, d'abord, réception, c'était un terme courant en maçonnerie au XVIIIe siècle. Le terme initiation est arrivé plus tard. Et en ce qui concerne le rite écossais rectifié, il faut savoir qu'il est assez immuable. Le vocabulaire a très peu changé depuis les origines des rituels, et donc ce terme de réception est demeuré. Mais plus loin que ça c'est sur la forme, mais sur le fond, les tenants du rite écossais rectifié ont toujours considéré que l'initiation était un chemin permanent et pas simplement la projection de départ dans la vérité. Hein. C'est vrai qu'au premier grade, c'est un peu comme le disaient les cathares, on vous jette dans la vérité, à vous de vous débrouiller. Quoi. Eh bien, on est au rite écossais rectifié, on considère que tout est donné dans le premier grade, et ça on le constate au fur et à mesure qu'on avance. Mais on ne dévoile les arcanes qu'au fur et à mesure, et on ne le fait que grade après grade, et de telle façon que cette initiation demeure permanente. Alors, euh, on sait que derrière la partie apparente du rite existe ce qu'on appelle la profession, la grande profession, etc. Mais c'est aussi un lieu où on continue à progresser. C'est pas un grade administratif. Si la profession existe encore, nous resterons muets sur ce sujet. Si elle existe encore, elle est un lieu de progression dans l'initiation. Alors, structuralisme versus innéisme Alors, et étape de développement moral. moi, je n'y vois pas de supériorité. Je dis simplement que le structuralisme, à partir du moment où l'individu a commencé à comment dirais-je, à raisonner sur sa progression morale, psychique, psychologique, sociale, euh, il a forcément, il s'est forcément recadré par rapport à une structure d'évolution. Alors, l'innéisme, bon, bien sûr, c'est une, comment dire, c'est une vision des choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont innées, mais il y a des choses qui s'apprennent.
et le structuralisme de Piaget, qui est au départ, qui est surtout adapté à l'enfance, nous montre bien que dans les faits, autour de nous, dans nos familles, nous voyons bien que les enfants progressent par étapes et que ça ne se fait pas uniquement parce que ils reçoivent la lumière à un moment donné, venue d'en haut. Voilà. Donc moi, si je me suis basé sur attaché à cette relation qu'il peut y avoir entre le structuralisme et la progression par palier dans la méthode maçonnique, c'est parce que toutes les techniques des initiatiques, si on remonte même au mystère d'Éleusis, fonctionnent par palier. Et donc structure l'individu au fur et à mesure. Éclairage de l'individuation de Jung sur le régime rectifié. Euh, Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif, c'est de faire progresser l'individu sur lui-même, lui apprendre à se découvrir, à se libérer, à se livrer, à abandonner ses métaux, c'est ce qu'on emploie dans tous les rituels. Et la méthode psychologie des profondeurs de Jung, qui parle d'individuation, c'est-à-dire trouver l'individu que l'on est, tout simplement, elle n'est pas spécialement propre au rite écossais rectifié, elle est commune à tous les rites. D'ailleurs, si j'en parle dans mon livre, c'est que moi, je suis intimement persuadé qu'il faut débarrasser le rite écossais rectifié des préjugés qui l'entourent et se dire c'est un rite comme un autre, sauf qu'il est écrit avec un vocabulaire qui remonte à très loin, qu'il s'adressait à des gens qui n'avaient pas ces connaissances en psychologie des profondeurs, très peu, et que on y retrouve tous les éléments de la maçonnerie la plus normale. Moi, quand j'entends de temps en temps des frères me dire ah oui, mais ton approche est un peu andersonienne, je ris. En l'intérieur, je les respecte, mais je me dis mais ils n'ont pas compris. La maçonnerie, ça commence dans les loges d'Écosse et pas dans la bohute allemande. Ça commence dans les loges d'Écosse, c'est filtré par la Grande Loge d'Angleterre, enfin par les constitutions d'Anderson. Et lorsque Wilhelmose débute son cursus de créateur du rite écossais rectifié, il est pétri il est imprégné de la maçonnerie Anderson. Alors, on va passer à la doctrine quand même. Comment parler de la gnose et de la grâce sans tomber dans l'élitisme religieux? Depuis très longtemps, depuis que je suis rentré en maçonnerie, j'ai considéré qu'on s'alimentait à deux sources et qu'il y avait la source de la recherche, donc de la connaissance, et puis il y avait aussi la source de l'illumination. Et oui, c'est vrai, la grâce, je l'explique, hein. Ça arrive à des gens qui s'y attendaient pas, ça leur tombe dessus. C'est une découverte. Eh bien, plus on travaille, plus on approche de la connaissance, plus effectivement on va avoir des chances de recevoir la grâce. Je le crois très sincèrement. Alors, pour revenir à la doctrine, c'est pas un dogme, c'est une méthode. C'est une méthode c'est une idée portée par une méthode. Mais celui qui transforme la doctrine en dogme se trompe. Il se trompe fatalement. La doctrine, ça comprend plein de choses. Ça comprend, je dirais, la nécessité, par exemple, de n'accueillir dans nos loges que des frères chrétiens ou qui ont envie de le devenir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont baptisés ou qui pratiquent. Ça veut dire simplement des frères qui sont dans une forme d'approche de la vie qui correspond aux idées que le christianisme et que Jésus surtout a développées, que l'on connaît Est-ce à qu'on peut travers parler, les est-ce apôtres. qu'on peut parler d'une vision de christianisme primitif? Oui, oui, oui. C'est indispensable. Pour comprendre le rite écossais rectifié, et Saville-Hermos a insisté là-dessus, il faut penser au christianisme qui précède le premier concile de Nicée. Tant que l'Église n'a pas apporté, l'Église avec un grand E, donc devient généraliste plus tard, mais n'a pas apporté
son analyse des textes et n'a pas imposé un certain nombre, allez, j'utilise le terme entre guillemets, un certain nombre de dogmes. Mais il faudra à peu près 4 siècles pour que ce christianisme primitif soit absorbé par un néo-christianisme qui, lui, sera le christianisme ecclésiastique et qui fonctionnera d'une façon très différente. Pourquoi écrire dans votre ouvrage que, en fait, c'est plus une religion du verbe et que ça n'est pas une religion du livre? D'abord parce que c'est pas Jésus qui a dicté. Donc la religion du livre, c'est une religion qui aurait été dictée par Dieu ou par Jésus. Là, ce sont des rapports qui ont été faits, des évangiles qui ont été écrits par des apôtres. Certains étaient supposés être présents, d'autres recueillaient des témoignages. Ils avaient certainement eu des contacts entre eux, puisqu'on retrouve beaucoup de ressemblances d'un texte à l'autre, mais beaucoup de divergences aussi, parfois, sur des détails qui ne sont pas mineurs. Mais c'est pas une religion du livre, c'est une religion du verbe, c'est la religion de Jésus qui parle. Jésus parle, il transmet son enseignement oralement. Il n'a jamais écrit, il n'a jamais demandé qu'on écrive. Alors que, pour en prendre une autre, la religion musulmane est une religion du livre, parce que c'est Dieu, Allah, qui dicte à Mahomet. Pour finir, ma question un peu taquine. L'ouvrage fait 300 pages. Oui. Il faut attendre la page 241 pour qu'on parle de l'art de l'épée. Est-ce qu'il y a une volonté délibérée d'être très discret sur les grades au-delà du quatrième degré? Retenu, certes. Retenu, certes, pourquoi? Parce que nous avons affaire à des apprentis qui sont des apprentis effectivement plongés dans une tradition des métiers, puisque effectivement l'initiation médiévale est une initiation double, telle que nous la voyons nous, c'est-à-dire à la fois une initiation maçonnique des métiers, du métier, et une initiation chevaleresque de l'épée. Alors, j'ai simplement voulu donner un éclairage sur la dernière partie, pas sur la toute dernière partie d'ailleurs, sur l'avant-dernière partie, l'avant-dernier chapitre, sur le maniement de l'épée, parce que nos frères arrivent là avec une épée au côté, un chapeau, ils sont un peu empruntés. Et leur dire, attendez, vous êtes dans un ordre qui a pour vocation à faire de vous des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte. J'ai en tête l'idée d'écrire un autre ouvrage. Oui, oui, j'ai déjà ramassé beaucoup de choses. Là, je prends un engagement. Je suis en train de faire des bêtises, mais tant pis. Je prends un engagement parce que pour moi, l'important, c'est de mettre le pied à l'étrier. Ah, Et sans jeu de autant, mots, sans jeu de sans jeu mots. de mots, peut-être y a-t-il un jeu de mots derrière. Mon idée, c'est de dire, en fait, j'ai fait un travail pour les apprentis du rite écossais rectifié. Eh bien, je vais faire un travail préparatoire pour l'écuyer novice, qui est un apprenti dans la tradition chevaleresque. Eh bien, Jean-François Robert, bravo pour cet ouvrage et qui donne envie effectivement d'aller plus loin et pourquoi pas d'en savoir plus.